on doit beaucoup aux acteurs américains, par exemple, parce que franchement, ça c'est toute une théorie que j'ai, c'est de dire que, enfin, je pense qu'eux, ils ont dans les films, ils ont une économie de langage qui est très grande, beaucoup plus que dans les films français. Vous parliez de Rohmer tout à l'heure. Rohmer, il était très bavard, ce qui n'empêchait pas de prendre des temps, mais c'est très bavard, tandis que dans le cinéma américain ou anglo-saxon, c'est très économe, quoi. Et donc les acteurs sont amenés à jouer beaucoup entre les mots ou dans les silences. Et donc ça a été une manière de créer des personnages aussi qui étaient, ça a commencé avec De Niro, tout ça, qui étaient voilà, des personnages où il y avait tout à faire, quoi, tout à composer, quoi. Et ça j'ai trouvé ça très passionnant. À tel point qu'à un moment donné, De Niro a pris 20 kilos ou 30 kilos pour faire Raging Bull. Mais on est impressionné par le poids et par le visage qu'il a complètement gonflé, difforme, et qui a fait dire à Trintignant, j'espère que la prochaine fois, il ne jouera pas un aveugle, parce qu'ils allaient loin, quoi, dans leur manière de s'identifier au personnage, et donc d'aller prendre les 30 kilos. Quand je vois De Niro, et Dieu sait qu'on ne peut qu'être admiratif mais, avec De Niro, mais quand on le voit prendre ses 30 kilos, moi j'ai l'impression d'être plus fasciné par le fait qu'il a pris 30 kilos que comment dire, ça perturbe ou ça parasite un peu le jeu. Et moi j'aime bien quand on arrive à nous faire croire à un personnage avec peu de choses, peu d'éléments, quoi, avec l'interprétation personnelle, naturelle. J'aime bien quand, à un moment donné, François Ozon, dans ce film-là, il a disparu, tout s'est bien passé, il m'a dit, mais et si on faisait pas de maquillage? Et j'aimais bien ce défi-là. En même temps, bon, on a vu quand même qu'avec c'était plus impressionnant, parce qu'il voulait que, dès la première image, on ne me reconnaisse pas. Et donc, il fallait que le choc soit très violent pour les deux filles qui venaient voir leur père. Et tout d'un coup, il venait d'avoir un AVC, et il fallait que ce soit... Waouh! Et d'ailleurs, il y a des gens, ça c'est le plus beau compliment qu'on peut avoir comme acteur, qui m'ont pas reconnu, ou qui ont pensé que j'avais un AVC dans la vie. Donc, du coup, c'est pas mal. Donc, du coup, voilà. Quand il y a quelque chose à créer comme ça, à faire, mais il faut le créer, quoi. C'est pas d'être... donc, je trouve que c'est suggérer des choses, les inventer, c'est plus fort pour l'imaginaire du spectateur que de lui montrer une réalité. Où c'est bien de pouvoir deviner le travail de l'acteur. Mais moi, j'adore être surpris. Et un jour, j'ai vu un film de De Palma avec Sean Penn, qui s'appelle L'Impasse, je crois. Et j'ai pas reconnu Sean Penn. J'ai reconnu au bout d'un quart d'heure. Donc ça, je trouvais que c'était magnifique. Donc du coup, chez Rohmer, qui est très bavard, moi j'aime bien avoir des temps, des silences, pour justement... Parce que c'est ça que j'aime dans la vie. Moi, il y avait une émission formidable qui est passée sur la 5, où ça c'est vraiment formidable pour nous, pour le métier d'acteur. On interviewait une femme sur un événement qui s'était passé en 1945, où elle avait été témoin d'une colonne de prisonniers français surveillés par des Allemands, et tout d'un coup, un prisonnier français, je sais pas ce qu'il faisait, il n'obéissait pas aux ordres, et donc un officier allemand s'approche de lui et lui tire une balle dans la tête. Et donc, elle est interviewée, et donc elle raconte ce récit. C'est une dame qui est un peu impressionnée par la caméra, donc elle commence à aborder ce récit légèrement, comme ça. Puis au moment où il y a cet acte très violent, où l'homme est tué, on sent sa voix qui se brise, c'est comme si le passé redevenait présent. On prend l'interview de cette femme, on la recopie, mot à mot, et on passe ça à un acteur et à un metteur en scène. Une actrice et un metteur en scène. Et après, on compare les deux. Donc l'actrice et le metteur en scène, avec les mêmes mots qu'a employé cette femme, reconstitue la scène. C'est notre travail. Et là, on voyait que l'actrice et le metteur en scène, parce qu'il raconte un événement dramatique, se mettaient à être dramatique tout de suite. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est totalement imprévisible, inattendu. Cette femme, elle commençait à sourire, et puis tout d'un coup, boum, l'émotion la gagnait. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas tomber dans la convention, quoi. Il ne faut pas tomber dans le convenu. Donc du coup, il faut se laisser habiter par un sentiment qui peut être tout à fait contraire au sentiment final que vous allez évoquer ou exprimer. Et voilà, c'est ça la vie. Elle surgit
à certains moments, elle est imprévisible. Donc je raconte cet exemple, ça m'avait beaucoup frappé, parce que pour nous, acteurs, c'était vraiment une manière de voir un peu ce qu'on devait faire, quoi. Ben, Sautet, c'est un de ceux qui se rapproche le plus des auteurs américains. Quand je dis des auteurs américains ou anglo-saxons, comme Pinter, par exemple, moi j'ai joué Pinter au théâtre, c'est une histoire qui se raconte à l'envers. Et ça commence comme ça. Un homme et une femme. Ça va? Ça va. Bien? Bien. Bon. Donc je vous prends cet exemple-là. Si vous ne faites pas le travail d'acteur studio en sachant toute l'histoire qu'il y a derrière, hein, parce qu'il faut que le public, quand il voit ça, il se dit qu'est-ce qu'il y a entre eux, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi leur histoire. Et c'est toute la pièce comme ça. Il y a très peu de mots. Mais à chaque fois, il y a une histoire qui se raconte par les silences. Et donc, le public devient comme un enquêteur. Et donc, du coup, si vous jouez en disant « ça va, ça va, bien, bien », il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus grand-chose. Ça va, c'est ce que vous dites dans la vie quand il y a tout d'un coup, vous êtes allégé. Mais si vous commencez à construire et à dire, à savoir, vous, acteurs, ce que vous racontez comme histoire, comme personnage, qui a un passé, qui a une histoire, il faut intriguer le spectateur. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est comme rapport? Ils se connaissent, mais comment? Ils ont un rapport de mari et de femme. Mais il ne faut pas qu'ils se posent des questions, il faut qu'ils les ressentent, quoi. Il faut qu'ils soient intrigués, il faut qu'ils soient attirés, qu'il y ait une sorte de... Donc, c'est pour vous dire la différence qu'il y a entre le travail qui pourrait être facile, aller vers la légèreté, la facilité des ça va, et puis si tout d'un coup vous enrichissez. Et Sautet, c'est un des metteurs en scène qui est le plus proche de ces silences anglo-saxons. Chaque mot était pesé. Chaque mot avait un poids, une importance, un sens voulu, recherché, etc. Et les silences qui l'entourent aussi. Donc, mais c'est bien de citer ces exemples parce qu'il n'y en a pas beaucoup de metteurs en scène français qui sont en effet plus proches de ça, parce que lui, c'était un homme, Sautet, qui racontait des films où ils étaient dans la vie de tous les jours, quoi. Donc il y avait des choses qui se passaient entre les personnages et où on était dans le quotidien, quoi. Donc dans le quotidien, on pouvait deviner, il fallait deviner ce qui se passait, ce qu'il y avait entre eux, ce qui ne se disait pas, le non-dit, quoi, voilà, qui était aussi important que le dit. Il y avait une phrase de Dubillard que j'aime beaucoup, qui peut vous servir dans la vie. Il faut se lancer dans le vide sans réfléchir. Si vous vous apercevez ensuite que vous avez oublié votre parachute, tant mieux. C'est alors que vous ferez vos preuves. C'est alors que vous ferez vos preuves. C'était ça la chute. Et donc voilà, le théâtre, ça ressemble à ça, hein. C'est-à-dire que même si on a travaillé en amont, même si on connaît le texte, chaque soirée est tout à fait différente, parce qu'il peut y avoir... Ça m'est arrivé sur Trahison. Tout d'un coup, il y avait... on commence la pièce avec ces ça va, pas grand-chose, mais il faut que vraiment le public soit capté assez vite. Et il y avait une bagarre au fond de la salle. Et ça se battait tellement pour une question de place que j'ai dit, bon, on va arrêter, parce que et donc les gens étaient contents que j'arrête. Mais j'ai eu tort. Parce qu'en fait, je suis sorti du personnage, et donc après, pour repartir, les gens se disant, puisque notre métier c'est le naturel, mais presque, enfin de reconstituer ce naturel, ils se sont dit, mais c'est du lard ou du cochon, enfin c'est du vrai ou du papa, il peut sortir de... Tout ça pour dire que le théâtre, c'est quand même un saut dans le vide important, et la seule différence, puisque vous me demandez les différences, c'est qu'au théâtre, bon, ben, il y a 800 personnes, il faut se faire entendre des 800 personnes, mais il ne faut pas pour autant brailler, quoi. Que moi, les acteurs qui parlent fort au théâtre, je les écoute moins que les acteurs qui sont vrais, et qui se font entendre des 800 personnes, certes, c'est important, mais qui sont soucieux d'abord de la vérité, quoi, des sentiments qu'ils éprouvent. Donc du coup, j'ai tendance à ne pas faire de différence entre le théâtre et le cinéma, sauf cette obligation technique de se faire entendre. Au cinéma, c'est confortable parce que vous avez le micro qui est là, vous avez la perche qui est là, vous avez la caméra qui est là, donc vous êtes comme chez vous, quoi. Mais disons, au théâtre, le travail est le même, que ce soit le travail au cinéma, au théâtre ou au cinéma, vous êtes d'abord préoccupé par la vérité des sentiments que vous éprouvez et que vous allez devoir partager ou faire comprendre, ou faire partager par les spectateurs. Quand je suis né, j'ai écouté la radio parce que la télévision en est venue chez moi quand j'avais 13 ans. Donc la radio, j'ai beaucoup écouté la radio, et Orson Welles disait une chose
importante. Il disait que la radio a ceci de supérieur au cinéma, c'est qu'à la radio, l'écran est plus large. Et c'est vrai que quand vous écoutez un reportage, moi c'est ce que j'écoutais, les sports, je sais pas, les arrivées du Tour de France, ou je sais pas, n'importe quoi, ou les interviews, j'imagine quoi. Donc j'aime bien le son parce qu'avec peu de choses, avec la voix simplement, on arrive à recréer tout un univers avec même si on n'a pas de bruitage, on peut faire croire à ce qui se passe, à une histoire complètement folle. J'aime bien la radio parce que un jour, je vous assure que si vous assistiez à un enregistrement radio, c'est exceptionnel. Hein, parce qu'avec un petit tas de boue comme ça, et puis une baguette en bois, puis un petit peu d'eau, vous arrivez à faire une inondation, un tremblement de terre. Hein. Ils arrivent à reconstituer par le son tout un monde, tout un univers. Et je vous assure, à la Maison de la Radio, si vous avez l'occasion d'y aller et d'assister, ça c'est pas mal, parce qu'il n'y a pas quand même que l'image, il y a le son aussi, hein, ici, je sais pas. Et franchement, ça vaudrait le coup de faire des sorties comme ça et d'aller assister à l'enregistrement d'une pièce à la radio, parce que franchement, par le son, et donc ça rejoint un peu notre art, avec peu de choses, vous pouvez, avec soit une caméra et 5 personnes comme Romer, ou bien avec le son, avec très peu de choses, vous arrivez à faire croire. Et le théâtre, c'est encore mieux, parce qu'avec un texte, de la lumière et des gens dans la salle, vous pouvez arriver à emmener tout le monde. Moi, j'aimais beaucoup Peter Brook, enfin, je l'aime beaucoup, mais il arrivait à faire un Shakespeare avec 2 coussins et 3 tapis. Donc, moi, j'aime bien qu'avec peu d'éléments, comme ça, on arrive à exciter l'imagination du spectateur. Tout ce qu'un acteur, avec sa seule voix, peut faire, peut créer. J'adore parce que justement le défi est important et que par la tonalité, on peut faire croire à beaucoup de choses. Ça m'est arrivé, par exemple, j'ai enregistré beaucoup Proust. Proust, ça me barbait vraiment quand je le lisais. Hein. Franchement, je trouvais les phrases très très longues. Et en le disant, je me suis rendu compte de l'humour, de la profondeur, de l'analyse psychologique. C'était vraiment incroyable comme... Et donc, du coup, dire les choses... Et d'ailleurs, j'ai appris, il n'y a pas tellement longtemps, que Proust, quand il écrivait des phrases, il les disait au fur et à mesure où il les écrivait, pour voir un petit peu si elles avaient une sonorité qui enrichissait le sens qu'il donnait par le biais de ses phrases. Et donc, voilà, Proust, par exemple, j'ai adoré recréer tout ça par le son, par la voix, par ce seul élément. Alors évidemment, au cinéma, au théâtre, on a le corps tout entier, ou on a le corps découpé au cinéma, on a de quoi montrer, de quoi faire. Mais j'adore quand on a peu de choses et qu'on peut recréer tout un monde. Pourquoi ils ont pensé à moi? Il faudrait leur demander, mais pour jouer Clémenceau, c'est sans doute qu'ils avaient vu les films précédents, des acteurs, des rôles comme Staline, en effet, ils ont dit, tiens, pourquoi pas lui? Et Clémenceau, il y avait un film de 30 secondes, fait par les Américains, où on le voyait dans sa maison là-bas en Vendée, et Saint-Vincent du Jard, j'ai cherché le nom, et tout d'un coup on le voyait un peu raplapla, il en avait marre, la caméra, le soleil, tout ça, donc il avait 20 secondes où il parlait, c'est tout. Donc il a fallu que je m'appuie là-dessus pour créer quoi le truc. Après, moi j'ai besoin vraiment qu'il y ait des gens costauds au niveau maquillage, quoi, parce que là il faut vraiment que on se rapproche de... Alors voilà, et qu'on ne me reconnaisse pas, c'est parfait pour moi. Donc le Clémenceau, Clémenceau c'est un peu plus facile, il était chauve, il avait une moustache qui lui tombait sur les lèvres. Donc là, il y a déjà 2 éléments qui sont... Bon, on ne peut pas mettre ça peut-être sur tout le monde, mais quand même, c'était déjà... Mais il y a beaucoup d'acteurs qui ont joué Clémenceau déjà, ça a eu lieu déjà plusieurs fois. Mais là, ils ont dû voir que j'aimais ça, et donc la métamorphose, je sais pas, voilà. Et donc j'ai fait des essais petit à petit, et pour arriver à présenter une image crédible. Mais après, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'apparence, il y a aussi la voix, il y a aussi la manière de marcher, la manière d'être, la manière de faire. Voilà, tout ça est à créer. J'ai joué Staline plusieurs fois dans mes cuisines en épluchant les carottes, parce qu'il fallait bien quand même que je vois comment Staline aurait fait s'il avait été dans sa cuisine avec des carottes. Non, il faut pousser le bouchon le plus possible. Ozon, par exemple, François Ozon, c'est on dit un auteur aussi, hein, c'est un metteur en scène auteur, quoi. Donc il fait toujours des films, je sais pas, qui sont engagés sur un problème de société, etc. Mais c'est vrai que par exemple en plein Covid, ces films-là,
on avait envie le public avait envie de voir des comédies. Donc du coup, il y a eu un flot de comédies énorme, pas forcément toujours bien subtil ou bien réussi, mais enfin c'est ça que les gens voulaient voir. Donc du coup, il y a quelquefois le cinéma est en phase avec la société, avec ce que les spectateurs attendent, ont envie de voir. Et c'est des indicateurs qui sont donnés par la fréquentation. D'un coup, s'il y a une comédie qui est vue énormément, bon, les gens... Par exemple, moi j'ai joué dans un film qui s'appelait Boîte Noire, et c'était au moment du Covid. J'avais un rôle secondaire là-dedans, mais tout le monde s'est dit, bon, bah alors il faut faire des films policiers, enfin des films à suspense. Mais toujours les réflexes des producteurs, c'est de dire, ils emboîtent le pas du film qui a du succès. C'est un peu ça quand même qui est déterminant pour la fabrication, la construction, donc voilà. Mais quand vous dites le cinéma d'auteur, c'est terminé, je pense qu'ils sont passés à l'as, sauf qu'on ne les a pas vus, mais quand je vous parle tout à l'heure de temps plein, ou à plein temps, c'est pas loin du film d'auteur quand même, non? C'est un film d'auteur quand même, hein, où il y en a d'autres, enfin, je sais pas, les titres ne me viennent pas là maintenant, donc je pense qu'il y aura toujours en France, grâce aux aides qui sont apportées au cinéma, ça doit être un vrai encouragement pour vous, c'est-à-dire qu'on est le pays le mieux équipé sur les aides qui sont données au cinéma et aux metteurs en scène et aux films qui se font. Vous avez l'avance sur recette, le CNC, vous avez les chaînes, vous avez Canal+, bon. Donc il y a beaucoup d'aides pour faire des films. Et ça permet de donner une liberté aux metteurs en scène d'affronter les films qu'ils ont envie de faire. Le sujet qui leur plaît, qui leur passe à la tête. Quand j'ai fait Tanguy, par exemple, quand j'ai lu le sujet, je me suis dit, gonflé, Châtillès quand même. C'était pas une époque où l'enfant pouvait être martyrisé comme ça, c'était pas gagné d'avance. Hein. Et donc, et pourtant ça a plu, quoi, ça a marché, ça a fonctionné. Le cinéma d'auteur, il n'y a pas de raison de pas classer. Voilà, Châtillès, il a une liberté qui fait qu'il va faire La vie est un long fleuve tranquille. Il cherche à plaire au maximum de gens, mais quand même de façon assez personnelle et en choisissant des sujets qui ne sont pas faits par les autres. C'est ça, être auteur. Il y avait une phrase de René, enfin une phrase. Sa mère, un jour, dit à René qu'il faisait des films quand même, vraiment, quelquefois, il fallait se prendre la tête un peu. Et sa mère lui dit un jour, mais découragé comme ça, puis voyant que ses films n'avaient pas... Elle dit, mais pourquoi tu ne fais pas des films comme les autres? Elle devait penser à, je sais pas, aux metteurs en scène qui avaient du succès à l'époque. Et il répond, bah, parce que les autres les font. C'est la chute, hein, parce que les autres les font. Donc du coup, voilà, c'est-à-dire que dans le cinéma français, il y a vraiment de la place pour les auteurs et il peut y avoir des bonnes surprises. Châtillès, quand il a fait La vie est un long fleuve tranquille, c'était un succès. 3 hommes, un coup de fin, c'était un succès, alors que c'était au départ des films d'auteurs. Enfin, voilà, qui étaient nés de la liberté qu'on donne aux gens de faire les films qu'ils ont envie de faire. Voilà. Donc ça, c'est important, parce que à ce moment-là, chacun est plus proche de soi, il raconte. Vous savez, c'est important ce que je vous dis là, parce que Pagnol, par exemple, il a fait des films avec des Marseillais, avec les gens qui ont l'accent de Marseille, et ça plaît au monde entier. Romer, il faisait des films, ça plaisait au monde entier. Plus vous faites un truc très particulier, qui vous concerne, dont vous êtes très proche, plus vous risquez, ce qui paraît bizarre, de toucher l'universalité. C'est-à-dire que Romer, un jour dans vos mariages, il y avait une musique sur laquelle on dansait, et le compositeur lui amène une musique qui était inspirée des rythmes anglo-saxons. Il dit non, je veux pas ça, je veux une musique comme on entendrait là, où ça se tournait au Mans, et de comme on l'entendrait là aujourd'hui, au Mans, etc. Donc il devait penser à des airs un peu français, un peu rock peut-être, mais qui n'est pas directement inspiré. Et donc il avait bien vu que plus il était lui-même, plus il avait des chances d'être, grâce à la curiosité et la qualité, attirer le plus grand nombre de spectateurs. Et Romer est un des metteurs en scène qui, dans le monde, est le plus vu. Parce que ces films n'appartiennent à rien d'autre qu'à lui. Et donc plus on est proche de soi, plus on a des chances de plaire au plus grand nombre. C'est très curieux, mais ça doit donner confiance. Et donc le cinéma d'auteur, franchement, moi qui ai eu peur d'être enfermé là-dedans, on lui doit beaucoup. Et alors, plutôt que de dire cinéma d'auteur, on va dire liberté donnée aux auteurs, aux metteurs en scène, pour faire les films qu'ils ont envie de faire. Et Tanguy, par exemple, Tanguy, c'est né d'un fait divers, où Châtillès, tout d'un coup, voit un jour, dans un journal, qu'une mère qui n'en pouvait plus de son fils, qui était là devant la télé,
qui faisait rien, qui travaillait pas. Et donc, elle le fout dehors, elle change les serrures. Et donc, le fils fait un procès à sa mère qui gagne. Et donc, du coup, c'est ça qui lui a donné l'idée de faire Tanguy. Et voilà, c'est basé sur un fait divers qui s'était passé en Italie. Mais voilà, il peut y avoir des naissances de sujets comme ça, inattendus. Mais si un metteur en scène se trouve en phase et a envie de raconter ça, mais qu'il aille jusqu'au bout quoi, de son envie, et après, il peut y avoir des bonnes surprises. Ou alors, ou pas. Mais bon, ça, c'est la tombola. Hein.